Je vais essayer de présenter quelques idées sur le groupe de renormalisation de matrices de densité aujourd'hui. En anglais, c'est le Density Matrix Renormalization Group. C'est pourquoi l'acronyme, c'est le DMRG. Alors, de quoi s'agit-il? Je essaie de commencer avec des idées de la matière condensée. En matière condensée, on est dans une situation assez spéciale. On connaît le modèle microscopique qu'il faut résoudre. Ici, je donne l'hamiltonien fondamental d'un solide, sans les vibrations du réseau, mais ça n'importe pas aujourd'hui. Ici, on a quand même l'énergie cinétique des électrons du solide, les interactions électron-électron du solide et le potentiel du réseau, alors les noyaux qui est expérimenté par les électrons. Mais quand même, il reste ce qu'on appelle le défi de Dirac, qu'il faut résoudre l'équation de Schrödinger. Et le problème, c'est qu'en général, on ne sait pas comment, parce que c'est tout simplement trop complexe à cause des interactions électron-électron et le nombre énorme des électrons. Alors, on parle de 10 puissance 23, quelque chose comme ça, et on ne sait pas quoi faire. D'un certain point de vue, toute la matière condensée essaie de résoudre ce défi de Dirac. Et je veux donner deux scénarios très très simples pour classer la matière condensée. Et le scénario 1, c'est un scénario où les électrons de valence du solide sont bien délocalisés. On peut penser à des nuages d'électrons. Ici, ce sont les noyaux, le potentiel du réseau. Et à cause de la présence des noyaux et de ces nuages, les interactions des électrons sont bien écrantées. Et une image qu'on peut montrer, et c'est ici où on donne la densité d'état en fonction de l'énergie des électrons, et on trouve des bandes. Et si la bande avec le plus d'énergie en eau, si la bande est, disons, à moitié remplie, demi-remplie, on parle d'un conducteur. Et si elle est complètement remplie ou vide, on a typiquement un isolateur. Alors ça, c'est une image très très simple qui normalement marche bien pour beaucoup de métaux et aussi les semi-conducteurs. Et effectivement, on réduit le problème à un problème effectif à un électron. Et si on veut en savoir plus, on applique quelque chose qui s'appelle la théorie de la fonctionnelle de la densité. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui parce que je veux passer au scénario 2. Et dans le scénario 2, on a la situation où les électrons de valence sont assez localisés. Alors, on n'a plus de nuages, mais ici, un vrai électron qui se situe ici. Et ça mène à des interactions locales fortes. Par exemple, si cet électron ici veut sauter par là, ça marche. Si l'électron veut sauter ici, où il y en a déjà un autre électron, il y aura une répulsion du Coulomb très très forte et ça ne va pas se passer. Et l'image que j'ai déjà montrée, ça ne marche plus. Par exemple, ici, ça pourrait être les bandes d'énergie décomposées par an des supraconducteurs à haute température. Ils ont un demi-remplissage dans la bande de valence. On dirait que ça devrait être des conducteurs, mais en réalité, ce sont des isolants assez parfaits. Et ça, c'est tout simplement à cause de ce blocage de mouvement, à cause de la répulsion forte. Et ceci veut dire qu'on ne peut pas parler d'un problème effectif à un corps, mais il faut vraiment passer à un problème à n corps. Et on dit que ces matériaux-là sont fortement corrélés. Et ces matériaux-là sont tellement complexes qu'il faut développer des méthodes des hamiltoniens modèles. L'hamiltonien vrai est trop complexe pour nous, alors on passe à des systèmes plus simples. Le modèle d'Ising que vous connaissez déjà, c'est un modèle comme ça, un modèle beaucoup simplifié. Alors avant de passer à traiter de tels modèles, on pourrait se demander où est-ce que ça se passe dans la nature. Et j'ai essayé de classer tout ça à partir des dimensions. Et en 0 dimensions, disons, on a par exemple les impuretés magnétiques
dans des métaux, ou aussi dans la fabrication, les points quantiques. À une dimension, il y a les chaînes et échelles de spin. Les liquides de Luttinger, à deux dimensions, c'est peut-être ce sont peut-être les systèmes fortement corrélés les plus connus. On a les aimants frustrés, on a les supraconducteurs à haute température. Il y a une centaine, peut-être même des milliers de physiciens qui essayent de résoudre la théorie de ces supraconducteurs depuis les années 80. On n'est toujours pas fini. Ce sont vraiment des problèmes très, très durs. Et en trois dimensions, si cette image, ça ne marche pas vraiment, mais là, il s'agit de la modélisation réaliste des matériaux dans la nature. Ce sont surtout les exudes des métaux de transition et les terres rares. Et ici, au Collège de France, c'est surtout le groupe d'Antoine Georges qui essaie de résoudre ce problème-là. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe dans les oxydes des métaux de transition et les terres rares? Pour ça, on regarde tout simplement le système périodique. Et ce qu'on voit ici, ce sont les éléments de transition. Et là, ce sont les terres rares. Et si on regarde bien, ce qui se passe, qu'à chaque période, c'est une autre couche électronique qui est remplie avec les électrons dans les atomes. Et ici, on voit que c'est un saut de deux périodes. C'est un remplissage des couches électroniques D retardées, et pour les couches F, c'est même retardé par deux groupes. Ça devrait se passer ici, mais ça se passe seulement ici. C'est là où se trouvent les terres rares. Et ça veut dire que les électrons de valence sont très très proches des noyaux et assez fortement liés au noyau, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nuage, mais vraiment des électrons plutôt bien localisés, et on est dans le scénario de la corrélation forte. Comme je viens de dire, maintenant, on a le problème de trouver des modèles plus simples qu'on peut résoudre. Et le modèle absolument minimal, on pourrait dire, c'est le modèle de Hubbard. Ça revient aux années 60. Et ce qu'on fait, on fait vraiment une caricature de la réalité. Et ce que je démontre ici, c'est le réseau périodique du cristal. Et les électrons peuvent seulement faire deux choses. Alors, ils peuvent sauter d'un puits à l'autre. Ça, c'est une caricature de l'énergie cinétique. Et s'il y en a deux électrons sur un site, il y a une répulsion coulombienne, mais seulement s'ils sont sur site. Alors, c'est vraiment une version très, très simple de la répulsion coulombienne. À cause du principe de Pauli, il peut y avoir seulement deux électrons maximum sur site, avec un spin-up et un spin-down. Alors, l'espace local, c'est vide, un électron spin-up, un électron spin-down ou deux électrons sur site. Alors, c'est vraiment très, très simple. Et si vous passez à la limite d'une très forte répulsion coulombienne et vous êtes dans la limite de demi-remplissage, un électron, ça veut dire un électron par site, vous arrivez à un modèle encore plus simple, le modèle de Heisenberg, où il y a seulement une interaction magnétique entre les voisins les plus proches. Et effectivement, le modèle d'Ising que vous avez vu, c'est une simplification, encore une fois, de ce modèle-là, où on regarde seulement une seule composante des vecteurs ici, alors la composante S7. Et l'espace local, c'est seulement un électron avec un spin-up ou un électron avec un spin-down. C'est vraiment très, très simple. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, on peut se demander, sont ces caricatures suffisamment simples? Et il faut dire que pour le modèle de Hubbard, il n'y a pas de solution exacte, sauf dans une dimension, après plus de 50 ans. Alors, c'est vraiment très, très difficile. Les approximations analytiques sont difficiles. Le développement en perturbation ne marche pas bien. Alors, c'est une situation où les simulations numériques s'imposent. Et si on parle de simulations numériques, il faut effectivement parler de compression
d'information. Les systèmes sont vastes, 10 puissance 23 degrés de liberté, alors c'est beaucoup trop. Alors, on a une question de compression d'information qui est nécessaire et en même temps souhaitable. Elle est nécessaire à cause du nombre divergent des degrés de liberté et elle est souhaitable parce qu'à la fin, on s'intéresse surtout aux propriétés macroscopiques qui émergent, la conductivité, l'aimantation et d'autres questions comme ça, la susceptibilité que vous avez vue dans le cours. La liste est longue. Alors, pour le modèle Hubbard, on avait 4 degrés de liberté par site. Ici, on passe à la limite thermodynamique, alors un système macroscopique. Il faut multiplier ces 4 degrés de liberté par site, par site, par site. Alors, on arrive à 4 puissance n degrés de liberté. Et cette barrière exponentielle, parce que bien sûr, pour l'ordinateur, c'est une barrière exponentielle. Elle est même fondamentale parce que les mathématiciens ont démontré dans la théorie de complexité que le monde quantique diffère fondamentalement du monde classique. Alors, ils classent les problèmes mathématiques dans des groupes de complexité. Ce qu'on a dans le monde classique, ce sont d'autres problèmes que dans le monde quantique. Alors, ce qu'il faudrait avoir pour faire des simulations numériques, en réalité, ça serait un ordinateur quantique. Et comme vous le savez, l'ordinateur quantique, on n'en a toujours pas, peut-être dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Peut-être c'est comme la fusion. Est-ce qu'on dit fusion des noyaux ou c'est toujours dans 50 ans? Quand j'étais 10 ans, on disait qu'on va avoir ça dans 50 ans. Maintenant, c'est toujours dans 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant avec un ordinateur classique? Alors, on pourrait, par exemple, faire de la diagonalisation exacte où on résout l'hamiltonien, toutes les valeurs et vecteurs propres, mais ça, c'est assez limité à des réseaux très, très petits, disons 20 électrons environ. Si on aimerait, pour revenir au cours, faire une analyse d'effets de taille finie, ça ne marche vraiment pas bien avec 20 électrons. Ça serait, disons, un très, très petit réseau en 2 ou 3 dimensions. On pourrait aussi faire un échantillonnage aléatoire de l'espace d'état, ou plutôt faire un sondage, ce que font les états quantiques, et étudier leurs propriétés de façon aléatoire. Ce sont toutes les méthodes de Monte Carlo quantique. Il y a dans l'audience au moins un très grand expert du Monte Carlo, alors je ne venais rien dire. Mais c'est qu'il faut dire qu'il y a dans le monde quantique quelque chose qu'on appelle le problème de signes. Beaucoup de systèmes électroniques et aussi les aimants frustrés, le bruit statistique dans les sondages du Monte Carlo devient tellement grand qu'on ne peut pas bien utiliser la méthode. Une troisième approche, c'est la décimation. Ici, on se trouve bien sûr maintenant dans le monde du groupe de renormalisation. C'est la sélection d'un sous-espace qu'on espère qu'il est pertinent au problème. Alors, les méthodes variationnelles cherchent un sous-espace en limitant la forme de la fonction d'onde. Les méthodes de groupe de renormalisation essaient de faire ça d'une façon, disons, systématique. Et aujourd'hui, je veux parler du groupe de renormalisation de matrices de densité d'émerger et aussi des états des produits de matrices MPS, Matrix Product States. Parce qu'on a vu que la méthode d'émerger, qui au début semblait être surtout un groupe de renormalisation, est aussi bien compris, qu'on peut la bien comprendre aussi comme une méthode variationnelle sur les produits, les états des produits des matrices, les états MPS. Pour expliquer la méthode, il faut revenir à un problème très très ancien de physique théorique, c'est le problème Kondo, le problème des impuretés magnétiques dans un métal. Alors, on a un métal tout simple et on y place
des impuretés qui ont des degrés de liberté magnétique. Par exemple, parce qu'ils peuvent placer 0 à 2 électrons sur un atome d'impureté. 2 atomes maximum à cause du principe de Pauli, ils ont une répulsion U et ils peuvent être spin-up et spin-down. Et ce que les électrons de ce type-là font, ils vont hybridiser avec la bande conductrice du métal en sautant de l'impureté dans le large du métal. Et j'ai essayé de démontrer ça par cette image ici. Ici, c'est la bande conductrice des électrons. Ici, les électrons. Ici, les trous en dessus. Et ici, c'est l'impureté où on peut mettre 0 électron, un seul électron ou 2 électrons, et ils vont sauter de là à là. Il y a un modèle, le modèle de Anderson des années 60, qui essaie de décrire ça. Il y a là la physique de l'impureté, la bande électronique. Et ici, ce truc de hybridisation où les électrons sautent de là, de là. Et alors, ce qu'on a trouvé aussi dans les années 60, je pense, c'est que la densité spectrale électronique, on peut mesurer ça, à l'impureté, elle a une résonance directement à l'énergie de Fermi. Et on n'avait aucune idée de comprendre cette résonance. D'abord, ça c'est le problème Kondo. Et ça a été résolu avec le groupe de renormalisation. Et c'était le groupe de renormalisation numérique de Wilson dans les années 70. Et il y a un papier très très connu des 75 que j'ai donné ici. Et ce qu'il a fait, il a remplacé la bande conductrice par des degrés de liberté en discrétisation logarithmique. Ça c'est même difficile pour moi en allemand. Alors, ici, c'est l'énergie de Fermi qui se trouve au milieu de la bande conductrice et il décrit toute cette partie ici par un seul degré de liberté, cette partie ici aussi par un seul degré de liberté, un autre, et ça devient de plus en plus dense. Alors là, il essaie vraiment de décrire de ce qui se passe exactement ici à 0 avec le plus de détails et peu de détails par là. Et si on fait cela, on arrive à la fin, après quelques manipulations, on arrive à une chaîne demi-infinie, sans aucune interaction, où il y a seulement les sauts entre les voisins avec des croissances exponentielles. Alors ici, la chaîne, elle commence avec l'impureté. Là, il y a une interaction entre les deux électrons qui peuvent être là-bas. Et après, l'électron peut sauter ici, 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 et aussi dans l'autre direction. Il n'y a pas de sauts qui vont de là à là, par exemple. Et dans cette image-là, les degrés de liberté à haute énergie, ce qui veut dire loin de l'énergie de Fermi dans les deux directions, ça c'est écrit ici. Ici, ce sont des degrés de liberté à basse énergie, et c'est ici que se passe la physique de l'effet Kondo, de cette résonance. Et alors la question qui s'est posée à Wilson, et c'est que notre histoire commence d'un certain point de vue, c'est la diagonalisation de ce problème-là. Parce que si vous regardez cette chaîne, typiquement, elle aura 40 à 50 sites ou même plus. C'est toujours un espace d'état exponentiel. Il y a 4 états de liberté ici, alors 4 fois 4 fois 4, ça c'est vite trop complexe. Trop compliqué pour un ordinateur. Alors, ce qu'il a fait, il a développé une stratégie de diagonalisation itérative en commençant aux hautes énergies. Alors, il a pris un petit problème, un petit sous-problème, disons les 4 sites ici. Ça, c'est très, très simple pour un ordinateur. Et il a diagonalisé ce problème-là complètement, tous les états propres du système. Et après, il a essayé d'augmenter la taille du système. Alors ici, on parle d'un bloc. Et si on augmente la taille du bloc, on a le problème suivant.
supposons que nous avons déjà trouvé une description effective de ce bloc-là par des états quantiques alpha de dimension D, grand 2, et on ajoute un seul site à dimension petit 2. Alors, dans le bloc plus grand, on peut aussi le décrire par des états bêta, qui sont des combinaisons linéaires des états de ce bloc et de ce site, mais la dimension du problème va augmenter. Elle va passer de grand D fois petit d à grand D, elle va passer de D et petit 2 à D fois 2, et si on continue comme ça, on va avoir un problème de croissance exponentielle parce qu'on va avoir D fois 2, fois 2, fois 2, fois 2 et ça sera trop complexe. Alors, il faut faire la décimation comme dans le groupe de renormalisation toujours. On veut passer de D fois 2 à 2 degrés de liberté. Et la question est bien sûr lesquels. Lesquels degrés de liberté est-ce qu'on va prendre? Et l'idée de Wilson, c'était de prendre tout simplement les états à l'énergie la plus basse, parce qu'on s'intéresse surtout à ce qui se passe près de l'énergie de Fermi. Alors, il a fait cela. Après, il a fait la typique transformation de Shell, de groupe de renormalisation, et il a observé le flot de renormalisation de l'hamiltonien effectif. Alors ici, ce qu'on observe, on a les énergies propres du problème, et quand on augmente la taille du système ou la taille de ces blocs-là, on observe que quelque chose se passe ici, mais à la fin, ça devient très, très stable, et il arrive à la limite à un hamiltonien effectif qui ne change plus. Et il faut analyser cet hamiltonien-là pour comprendre la physique de cette résonance. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails ici, mais cette idée-là, parce que ça a marché extrêmement bien, c'était vraiment un des grands progrès de la physique théorique. Alors, on s'est demandé dans les années 80, est-ce qu'on peut utiliser aussi cette astuce de Wilson pour étudier les modèles de Hubbard, de Heisenberg, tout simplement sur une chaîne unidimensionnelle. Et ça, on appelait ça le NRG, ou le groupe de renormalisation numérique, en espace réel. Parce que ça, ici, les sites ici ne sont pas des énergies hautes et basses, mais ce sont vraiment des sites en espace réel. Et tout simplement, il faut dire que ça n'a pas marché. Ça a complètement échoué dans les années 80. Et c'était l'idée de Steve White. Et maintenant, on est vraiment au démergé dans sa version originale. C'était l'idée de Steve White en 92, de faire mieux. Il a dit qu'on reprend cette idée de croissance itérative, ça c'est bien, mais il faut manipuler le choix des états les plus importants. Ce ne sont pas les états qui ont l'énergie la plus basse, mais ce qu'il faut choisir, ce sont les états qui ont le maximum du poids statistique dans le système final. Dans la fonction d'onde finale du problème quantique, on peut regarder un sous-système et former la matrice de densité de ce sous-système, calculer les poids statistiques. Et c'est une idée assez intuitive de dire qu'il faut retenir les états qui ont le plus de poids statistiques. Mais comment faire? Parce qu'au début, bien sûr, on ne connaît pas le système total. Si on connaissait ça, on serait déjà fini. Alors, il a proposé de faire la chose suivante. On commence par des blocs, comme l'avait déjà fait Wilson, et on fait une petite, disons, simulation du système total en formant un super bloc. Alors, le bloc qu'on connaît déjà, on ajoute encore une fois le bloc. Alors, on a, disons, une caricature d'un système dans la limite infinie. On ajoute deux sites. Comme l'avait fait Wilson, qui a ajouté un seul site pour former un nouveau bloc.
Et je fais ça aussi ici. On calcule, disons, la fondamentale si on s'intéresse à la physique des températures zéro. Et pour cet objet-là, on peut faire l'analyse statistique. On calcule la matrice de densité réduite de cette partie du système. On regarde les valeurs propres et les vecteurs propres. Et alors, on dit, je vais tout simplement garder les D états propres qui ont le plus grand poids. Et si je fais cela, je passe au nouveau bloc avec un site en plus, ici aussi, et comme ça, vous verrez qu'on peut repasser par là, et faire augmenter la taille du système autant qu'on veut. Ça s'appelait l'algorithme à taille infinie à l'époque. C'est que Steve White, et ça c'est vraiment un signe de son génie, c'est qu'il a observé tout de suite au début qu'on peut faire quelque chose qu'il appelait au début l'algorithme de taille finie, où on disait aussi à l'époque pour améliorer les résultats, on pensait que ça c'est l'algorithme vraiment, mais ça c'est une amélioration des résultats à la fin, parce qu'il a inventé l'astuce suivante. Il a dit, maintenant à la fin on est dans le système qu'on veut vraiment étudier, disons une chaîne de spins quantiques de longueur 1000 spins, quelque chose comme ça. Alors on est dans ce système final et maintenant on peut vraiment faire l'analyse avec la matrice de densité d'un sous-espace d'un bloc qui fait partie de ce très grand système. Et pour faire cela, ce qu'il a proposé de faire, c'est un truc de balayage, disons, de faire augmenter la taille, disons maintenant le bloc de droite, en ajoutant un spin, ce qui veut dire qu'il faut diminuer la taille à gauche. Et maintenant, il fait encore une fois l'analyse, ce qu'il faut choisir comme état si on ajoute, disons, ce spin-là dans ce bloc ici, en vue du système total. Alors, il y a une croissance et décroissance des blocs en passant d'ici par là, et continue jusqu'à ce que l'énergie se stabilise. On a la fonction d'onde finale. Maintenant, on comprend aujourd'hui que ça, c'est l'idée fondamentale du démergé. Pas ça qu'on a pris du énergie, mais ça, c'est l'idée fondamentale. Je veux mettre ça dans une autre formulation qui est peut-être mieux, mais avant de faire cela, j'aimerais discuter un tout petit peu qu'est-ce qu'elle vaut, cette méthode. Est-ce que c'est vraiment bien de passer son temps à faire du démergé? Et maintenant, après, disons, 26 ans de démergé, on peut dire, oui, ça vaut la peine, parce que pour la physique à basse énergie, pour la fondamentale, les états excités à basse énergie, dans une dimension, on peut obtenir, disons, presque tout à précision des machines. C'est vraiment l'ordinateur et la façon de calculer de l'ordinateur qui est la limite ici. C'est très, très facile maintenant de passer, disons, à environ 1000 sites sur une chaîne, ce qui veut dire que des analyses de taille finie deviennent très, très simples. Surtout, ce n'est même pas nécessaire de les faire. On peut tout simplement prendre le résultat comme résultat de taille infinie et on reste là. Il n'y a aucun problème de signe, ce n'est pas une méthode statistique comme Monte Carlo, alors on peut bien faire des électrons et des aimants frustrés. Le paramètre de contrôle de cette méthode-là est bien sûr le nombre d'états qu'on veut retenir, que j'appelle par le grand D dans ce cours ici. Et bien sûr, si on retient plus d'états, le résultat va devenir mieux. Et comme ça, on peut faire des extrapolations extrêmement systématiques en D, où les groupes, typiquement, aujourd'hui, utilisent entre 1000 et 10 000 états. Ça, c'est typique pour un code d'émergé aujourd'hui. Et ce qu'on obtient, ce sont les énergies, les observables et les fonctions de corrélation. Alors, on peut calculer la longueur de corrélation et tout ça. Ce qu'on peut faire aussi,
ce qui est très intéressant, je vais parler de ça aussi, c'est l'évolution d'états hors équilibre. Ce n'est pas seulement une méthode de physique statistique en équilibre. Alors, on peut étudier des phénomènes de relaxation pour des temps courts. On peut calculer des fonctions de Green, des fonctions spectrales comme le SK oméga pour des aimants. Ici, je montre un calcul assez récent en comparaison avec l'expérience. On peut aussi faire de la thermodynamique et dynamique à température finie. Ce qu'on a aussi essayé tout de suite, c'est de passer d'une dimension à deux dimensions. Et ce qu'on a trouvé, que ça marche, mais pas trop bien. Alors, on a essayé de représenter un système à deux dimensions comme un serpent. C'est le serpent unidimensionnel. Et bien sûr, vous avez des interactions, disons, entre ce site ici et ce site là. Ça sera tout simplement une interaction à longue portée. Mais ça n'a pas très bien marché. Aussi, on a observé tout de suite que le démergé marche moins bien pour conditions de bord périodiques. Et ça, c'est assez surprenant. Normalement, en physique théorique, on essaie d'utiliser des conditions de bord périodiques parce que c'est plus simple. Ici, ce n'est pas le cas. Tout devient plus difficile. Alors, on peut se demander comment est-ce que je peux passer à des choses comme évolution d'état hors équilibre et thermodynamique, et pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour deux dimensions ou moins bien, disons, et pourquoi est-ce que ça marche moins bien pour les conditions de bord périodique. Au début, on n'avait aucune idée comment ça marche. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la bonne idée de comprendre le démergé. Et l'idée qu'il faut comprendre, c'est tout simplement de revenir à cette idée de décimation et maintenant une décimation unidimensionnelle. Pour l'énergie de Wilson, c'était une décimation dans l'espace d'énergie. Pour nous, c'est une décimation dans l'espace réel. Mais c'est toujours un espace unidimensionnel pour la chaîne ou tout simplement pour les énergies. Alors, et c'est encore une fois cette idée du bloc avec dimension 2 et le site avec dimension petit 2 où il faut passer de 2 fois 2 à 2. Et ce qu'il faut faire, c'est une manipulation extrêmement simple, c'est de réécrire la combinaison linéaire des alpha et des sigma qui nous donnent les bêta, et toute information reste dans ces coefficients ici, de réécrire ça en forme de matrice. Et c'est vraiment très simple. Pour chaque degré de liberté du site que j'appelle sigma, j'introduis une matrice A de sigma. Alors, pour un spin avec up et down, j'ai deux matrices. Et la matrice ou les matrices ont dimension 2 fois 2, alors A, alpha, bêta, et les lignes et colonnes alpha, bêta, je vais remplir tout simplement passer ces coefficients ici. Alors, dans la matrice A sigma, ligne alpha, colonne bêta, ça sera tout simplement le coefficient alpha sigma bêta dans le bras et dans les quêtes. Et pourquoi est-ce que je fais cette formulation? Pourquoi est-ce que j'écris ça comme ça? Tout simplement parce que, bien sûr, on peut répéter cette étape ici beaucoup de fois. Et si on écrit ça comme ça, où les bêta vont donner des gamma et des delta comme ça devient très, très complexe. Mais si on écrit ça dans la forme des matrices, cette itération à travers toute taille devient tout simplement une multiplication des matrices. Et à la fin, on arrive à une représentation de l'état quantique ou des états quantiques qu'on construit comme état à produit de matrices ou MPS. Je vais probablement tout simplement dire MPS dans le suivant, où l'état quantique psi, c'est une superposition, comme toujours, des degrés de liberté locaux, et les coefficients scalaires est donné par le produit des matrices. Alors, un produit de matrice, ce n'est pas un scalaire. Alors, les conditions de bord nous disent quoi faire, comment, par exemple, on prend la trace
pour arriver à un coefficient scalaire. Ce qu'on voit tout typiquement dans la littérature, c'est une représentation graphique où cet objet ici correspond à la matrice ici, le sigma, le degré de liberté physique, il va vers le haut, et les autres chambres sont pour le degré de liberté fictif ou le degré de liberté des blocs. Alors, on représente la méthode normalement aujourd'hui comme ça. Et on peut comprendre maintenant ce que White a fait en 1992. C'est vraiment une méthode, en réalité, une méthode variationnelle sur ces MPS. Parce que pour trouver la fondamentale, il faut minimiser cette expression-là, de psi h psi sur psi psi, dans la classe des MPS. Ça, c'est un problème hautement multilinéaire. Alors, on ne sait pas comment le résoudre exactement, mais DMRG achève cela de façon itérative. La méthode commence par une initialisation, alors donne des matrices A initiales, et cette croissance de chaîne dans le DMRG original, c'est tout simplement cette procédure d'initialisation. On peut aussi prendre des matrices aléatoires, c'est même effectif, c'est moins effectif, mais ça marche quand même. Maintenant, l'amélioration qu'on a vue est devenue fondamentale. Parce que ce qu'on fait, on prend, alors ça c'est la chaîne de spin ou la chaîne de Hubbard, et ça ce sont les matrices A qui la décrivent. On prend une seule matrice et améliore la matrice, on optimise la matrice en cherchant les valeurs des coefficients de la matrice qui donnent l'énergie minimale. Les autres sont contraintes. Comme ça devient une séquence de problèmes linéaires. La matrice A va améliorer l'énergie. Après, je vais améliorer cette matrice, et bien sûr, en vue des autres. C'est pourquoi il faut repasser plusieurs fois pour vraiment arriver dans le minimum d'énergie. Alors, on comprend que c'est en réalité une méthode variationnelle sur les MPS, avec le paramètre de contrôle, bien sûr, la taille de la matrice, la dimension D, et après, on va faire cette extrapolation en fonction de D dont je viens de parler. Alors, pour comprendre la valeur d'une méthode numérique, il faut aussi, bien sûr, parler de l'erreur. Ici, ça devient très, très intéressant parce que ça va mener à des idées très, très fondamentales de la physique quantique. Alors, je considère une bipartition arbitraire de ma chaîne. Je peux écrire l'état quantique comme une superposition des états de base pour la partie bleue, le système, et la partie rouge, l'environnement, avec des coefficients psi-ij. Il y a un résultat de mathématiques, la décomposition de Schmidt, qui dit que je peux écrire ça comme aussi une superposition, mais une superposition où les états du système et de l'environnement ne parlent pas chacun à chacun, mais seulement en paire. Alors, il y a un état ici qui parle à un autre dans l'environnement. Cette combinaison a un certain poids statistique et pour des matrices, on voit tout de suite que le nombre maximal des états qui peuvent être ici, et parler aux états qui vivent ici, qu'il y a un nombre maximum de deux états. Et de cette représentation-là du problème, je peux passer tout de suite à la matrice de densité réduite avec les W alpha comme poids statistique. Et maintenant, c'est très, très simple de comprendre qu'est-ce qu'elle fait le DMRG. Le DMRG retient les valeurs propres les plus importantes, alors le D, valeur propre les plus importantes d'un problème quantique. Alors, il faut demander quelle est la fonction de diminution des valeurs propres. Il y aura des valeurs propres avec beaucoup de poids. Il y en aura aussi d'autres qui ont très peu de poids qu'on peut tout simplement négliger.
Et on trouve, ici j'ai tracé le comportement typique, on trouve dans une dimension que la décroissance est très très rapide, alors si je coupe ici à 2, la perte est très très petite. Typiquement, la perte statistique qu'on a est de la, disons, 10-12 ou quelque chose comme ça, totalement négligeable, et la méthode est parfaite en une dimension. En 2 dimensions, on trouve la situation suivante. Si on augmente la longueur et largeur du système, on trouve qu'il y a toujours, bien sûr, cette décroissance, mais la décroissance ralentit. Alors, si j'augmente la taille du système, la perte de poids devient de plus en plus importante et la méthode ne marche pas tellement bien si la taille devient grande. Alors, ici, j'écris tout simplement mauvais. C'est trop simpliste, mais à une première approximation. On a observé ça environ dans l'année 2000, quelque chose comme ça, mais on n'a pas compris pourquoi. On a compris, disons, quelques années plus tard, et c'est ça où je trouve que ça devient très, très intéressant, parce qu'on est revenu à l'idée que, bien sûr, un état quantique, c'est une superposition. Et on sait qu'une propriété fondamentale des superpositions d'états quantiques qui ont plusieurs composantes, c'est l'intrication. On sait dans un état classique, dans le monde classique, chaque état est un état produit. Alors si je veux écrire les propriétés de ce pointer, je ne sais pas ce que c'est en français, et les propriétés de l'ordinateur, ils sont indépendants. Je peux parler de ça, je peux parler de ça, je peux parler de la table, n'importe quoi. Dans le monde quantique, on peut avoir la superposition qui est intriquée. Alors, disons 2 spins. Cette superposition de 2 spin up et de 2 spin down. Alors, si je veux dire quelque chose sur spin 1, je peux seulement dire il est up ou down avec une probabilité à 50% chacun. Mais, alors, je ne sais rien du tout. Mais je peux dire si spin 1 c'est up, l'autre c'est up aussi. Et la même chose pour le spin down. C'est ça l'intrication, c'est l'information qui est distribuée dans le système de façon non locale. Et une mesure de cette intrication, de la non-localité de l'information est encore une fois donnée, là vous voyez le lien, est donnée par la matrice de densité réduite. On forme la matrice de densité réduite pour le système et après, l'intrication, c'est tout simplement l'entropie contenue dans cette matrice de densité réduite. Alors, c'est le formule de von Neumann pour calculer l'entropie d'une matrice de densité réduite. Ça, c'est l'intrication du système quantique. Et maintenant, nous prenons ce formule-là et revenons à ce qu'on a déjà trouvé pour les MPS, les objets du déémergé. J'ai déjà dit que la taille maximale de la somme de cette décomposition de Schmidt, c'est D, la taille de la dimension de la matrice. Alors, il y aura seulement des valeurs propres W alpha dans la matrice de densité réduite. Et c'est très simple de calculer que ça impose une limite maximale à l'intrication qu'on peut encoder avec un MPS. C'est le logarithme de la taille de la matrice. C'est le maximum qui va. Maintenant, on connaît en même temps une loi de surface, le area law pour les fondamentales des systèmes quantiques, qui dit que l'intrication croît avec la surface. C'est intéressant parce que c'est une expression d'entropie. Normalement, entropie, c'est une chose extensive, mais ici, pour les fondamentales quantiques, c'est seulement un effet de surface. Et la surface dans une dimension est bien sûr un seul site. En 2 dimensions, c'est une ligne. En 3 dimensions, c'est une surface.
normale. C'est pourquoi ça s'appelle area law, parce que ça vient originalement de la cosmologie des trous noirs. C'était la découverte de Bekenstein en 73 ou 14. Mais pour nous, ce qui importe, c'est les lois d'échelle, que l'entropie augmente ou l'intrication augmente comme une constante, longueur carrée. Alors, pour le système critique, c'est un peu plus complexe, mais ce qui reste, c'est si je prends cette relation ici, je trouve que la dimension du MPS dont j'ai besoin dans le démergé, elle est plus ou moins constante en une dimension, et elle croît de façon exponentielle en 2 dimensions, et en 3 dimensions, c'est même pire. Et c'est ce qui veut dire que c'est pourquoi la méthode est tellement exacte en une dimension, alors que dans le système de taille suffisamment grande, en 2 dimensions, elle ne marche plus. C'est tout simplement un effet d'intrication quantique. J'aimerais, parce que j'ai quelques films que j'aimerais vous montrer, j'aimerais de passer directement de cette calculation du fondamental, peut-être vous trouvez que ce n'est pas trop intéressant après tout, à une chose qui nous a excité beaucoup dans les années 2004 et suivants, c'est l'évolution d'état. À la fin, c'est tellement simple qu'on se demande pourquoi ça a pris tellement long de temps. On veut calculer l'évolution d'un état quantique, c'est tout simplement cette évolution unitaire ici, et ce qu'on fait, on fait ça dans la théorie des champs tout le jour, on fait la trotterisation, on décompose l'opérateur d'évolution en intervalles courts. Alors, je prends un intervalle, disons, de longueur dans certaines unités une centaine, 1 sur 100. Et bien sûr, ça veut dire, si je passe vers la limite 0, qu'il faut avoir un nombre n infini d'intervalles. Pour comprendre ce qu'on fait, je montre ici le modèle de Heisenberg, encore une fois, qui se décompose dans des Hamiltoniens locaux d'interaction entre 2 spins seulement. Alors, j'écris ici mon opérateur d'évolution dans le produit des n opérateurs d'évolution sur des étapes très très courtes. Alors ici, je décompose l'Hamiltonien H dans les Hamiltoniens locaux, et maintenant je fais la chose qu'il ne faut pas faire, je factorise l'exponentielle ici, et j'arrive à une séquence de beaucoup d'évolutions en temps par des Hamiltoniens très très localisés. Et bien sûr, ça c'est pas bien parce qu'on ne peut pas factoriser un exponentiel avec des opérateurs, mais parce que les opérateurs A et B ici ont des facteurs tau, l'erreur qu'on fait va vers 0 comme tau carré. On peut même faire beaucoup mieux tau carré, tau puissance 5. Ce sont des compositions de trotte à deuxième, troisième, quatrième ordre. Ici, pour nous, ça suffit aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'étudier ce problème-là, l'évolution de 2 spins dans un terme tau. Et ça, c'est tout simplement une matrice à dimension petit 2 carré fois petit 2 carré. Ça, je peux résoudre en 1 milliseconde par ordinateur ou même sur papier, si je veux. Et l'algorithme d'émerger, c'est maintenant très simple. Je prends mon MPS, mon état initial que j'ai, et je fais maintenant, j'ajoute, ça c'est l'évolution que j'ai mis ici dans l'image graphique de méthode MPS. Ça, c'est l'évolution sur tous les liens en paire. Après, je passe par les liens en paire. Ici, comme ça, j'ai complété une étape de temps tau et je continue comme ça, 2 taux, 3 taux jusqu'au temps désiré. Mais le problème, c'est qu'on peut démontrer assez facilement que chaque pas, la dimension du MPS croît par un facteur 2 carré. Alors, si je fais ça,
j'ai encore une fois un problème exponentiel. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de développer des méthodes pour avoir une compression du MPS. Il y a des méthodes comme ça qui maintiennent la dimension tractable à grand 2 que je peux traiter avec mon ordinateur. Et comme ça, je peux continuer à faire une évolution de temps. Pour vous démontrer comment ça marche en réalité, je vous montre le fait de séparation des spins et charges. C'est quelque chose de très fondamental dans la physique des systèmes à une dimension. On se demande quel est l'effet d'une interaction répulsive dans un gaz d'électrons. En 3 dimensions, c'est la théorie de Landau sur le liquide de Fermi, où on voit que les électrons restent des particules fermioniques, mais ils ont un certain poids, disons, à cause des interactions avec les autres. Alors, on parle des quasi-particules, mais on peut rester dans une description très, très simple. Dans une dimension, tout le monde change parce que les degrés de liberté qui au début étaient fermioniques, parce qu'il s'agit d'électrons, les degrés de liberté deviennent des modes collectifs bosoniques de spin et de charges séparément. Alors, ici, je montre une caricature de ce qui se passe avant de montrer ce qui se passe réellement. Oups, ça a déjà commencé à bouger. J'ai mis un trou dans cette chaîne unidimensionnelle où les électrons aiment avoir des corrélations antiferromagnétiques. Et comme vous allez... J'essaie de le... on peut voir encore une fois ce qui se passe. Ici, c'est le trou. Alors, le trou va sauter à gauche. Alors là, il n'y a pas de spin, mais seulement de charge. Alors, le manquement de charge. Ici, ce qu'on peut aussi avoir, ce sont des processus de flip de spin, ce qui introduit des bords de domaine. Et ici, bien sûr, vous n'avez pas un manquement de charge, mais ici, vous avez un excès de spin. Et ça s'appelle le holon, et ça, c'est le spinon. Et vous avez vu que ce sont des processus complètement différents. Alors, il y a cette séparation. Ça, c'est la caricature. On peut aussi montrer comme ça que c'est peu probable que ça se passe en 2 dimensions. Effectivement, ça ne se passe pas. Mais bien sûr, la question se pose, c'est ce qui se passe réellement dans ce système quantique. Alors ici, je pris une chaîne de Hubbard remplie à quart, ça veut dire en moyenne un demi-électron par site, une interaction répulsive plus ou moins forte. Et ce que vous allez voir dans le film, c'est l'insertion d'un électron avec un spin-up au centre à temps 0. Et ce que je veux mesurer exactement avec la méthode, c'est la densité de charge et spin. Et vous verrez en rouge la charge et en gris le spin. Alors ça, c'était l'insertion du spin. Et maintenant, l'électron va se distribuer dans la chaîne, disons. Ici, c'est la propagation de charge. Ici, vous voyez, alors la charge, c'était très, très clair. Regardons encore une fois la séparation du spin. Alors, le spin a une vitesse beaucoup moins élevée que la charge. Alors, c'est vraiment une séparation de charge et de spin qui se passe. Et ça serait ce que vous pourriez voir, par exemple, dans une expérience avec des atomes ultra froids. Ils ne sont pas encore arrivés à cela, mais j'espère que ça va se passer dans les années suivantes. En vue que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps qui reste, je ne veux pas parler des températures finies, mais je veux quand même discuter un petit peu dans 2 ou 3 minutes si cette méthode d'évolution de temps est maintenant une astuce qu'on peut utiliser pour, disons par exemple, parler de la thermalisation d'un système quantique.
Et là, on voit qu'on agit dans une situation très, très spéciale. Parce que si on regarde l'espace de Hilbert, des états quantiques, et on prend un état aléatoire et on mesure son intrication, on trouve que l'intrication est extensive. Alors, il y a une loi de volume. Et c'est même pire que la valeur moyenne d'intrication, c'est la valeur maximale que l'intrication peut prendre. Les états à intrication non extensive, alors loi de surface, ont effectivement mesure zéro. Ici à Paris, avec le bec, c'est clair, il ne faut pas dire que c'est clair que mesure zéro ne peut pas dire zéro état. Il y a des états qui ont cette propriété, on les a vus, et les MPS sont seulement bons pour ceci. Mais malheureusement, si maintenant on fait l'évolution en temps réel, on va sortir de ce coin agréable on peut décrire. Par exemple, on commence par une fondamentale et fait une perturbation. Alors l'état quantique va commencer à se promener dans tout l'espace de Hilbert et vous allez retrouver assez rapidement cette loi de volume, alors d'intrication extensive, et la méthode va arrêter à marcher. Alors, on peut même démontrer que la croissance de l'intrication en temps est limitée par une borne supérieure qui est linéaire en temps, ce qui veut dire que la croissance de la taille des MPS pour une bonne description de l'évolution en temps est exponentielle. Si je donne une petite explication en caricature, que ce sont des quasi-particules dans un système excité qui créent une intrication en quant de lumière. Ce qui veut dire que le temps de simulation est effectivement assez limité, mais on a développé... je vais sauter ça. Je vais tout simplement vous montrer des images. On a développé des techniques où on peut prendre ces résultats des temps d'évolution assez courts pour les prolonger, disons plus ou moins vers l'infini, pour calculer par exemple des fonctions spectrales qui sont mesurées dans des expériences avec diffusion de neutrons. Ici, je vous montre, là on a une situation où on connaît la solution exacte. Je vous le montre pour des SK oméga, pour les fonctions spectrales, disons à une température bêta égale 10. J'ai sauté comment faire cela. Je vous démontre ce qu'on arrive à calculer si on fait l'évolution en temps limité, fait la transformation de Fourier. On trouve par exemple une courbe comme ça, la courbe rouge comme ici. Ce n'est pas bien parce que la solution exacte, c'est la ligne comme ça. Mais si on fait ce truc de prédiction linéaire que nous avons développé, on devient exact. Ça, c'est le DMRG combiné en combinaison avec notre technique. Et maintenant, on retrouve la fonction spectrale exacte. On a aussi utilisé ça dans des expériences réelles. On a comparé ça avec des résultats de l'ansatz de Bethe de Jean-Sébastien Coe. Et on trouve que, il ne faut pas rentrer dans les détails ici, mais on trouve que maintenant nous sommes en position de vraiment calculer les fonctions spectrales à une précision ultra haute pour comparaison à des expériences. Si j'avais encore ça a été calculé de la même façon. Ça, c'est une expérience qui a été faite en Suisse par le groupe de Christian Rueck, où ils ont obtenu beaucoup de lignes. On voit ça ici. Il y a beaucoup de structures dans cette diffusion de neutrons. Et ça, c'est notre calcul qui démontre exactement les mêmes lignes et même la sous-structure qu'on trouve ici dans l'expérience. Ça, c'est possible aujourd'hui avec les développements plus récents du DMRG. Alors, je vois que mon temps arrive à la limite et je vais tout simplement conclure. J'avais plus d'images. Je vais conclure par vous dire que
la meilleure idée de penser du groupe de renormalisation de matrice de densité, c'est de penser de ça de méthode de produit de matrices, de penser de ça de méthode variationnelle. Alors, pas vraiment de penser de ça comme groupe de renormalisation, mais je trouve ça intéressant parce que le groupe de renormalisation a donné l'idée de développer quelque chose qui est à la fin complètement différent. Alors, ça montre la puissance de cette idée de groupe de renormalisation. On a vu qu'il y a une relation profonde à l'intrication quantique. La physique à basse dimension, une dimension, est vraiment ultra précise. Je n'ai pas eu le temps de parler de thermodynamique et dynamique à température finie. On a seulement vu des résultats à température zéro et après, à la fin, disons, flashé, on dirait en franglais, quelques résultats pour température finie et dynamique. On connaît quelques résultats pour 2 dimensions, mais ça peut c'est pas vraiment satisfaisant. Pour aller plus loin, ce qui se passe en ce moment dans cette méthode-là, c'est qu'on essaie de la combiner avec des méthodes comme le DMFT, le Dynamical Mean Field Theory, pour des matériaux réels, et aussi de l'appliquer à la chimie quantique, où il y a beaucoup de problèmes disons, des grandes molécules biologiques, où il y a une grande partie qu'on peut très bien décrire par des méthodes standards, par le Density Functional Theory, Coupled Cluster. Les chimistes ont une grande panoplie de méthodes, mais il y a un petit coin dans les molécules qui est fortement corrélé. Et souvent, c'est la partie qui est intéressante du point de vue biologique. Et ça, c'est des méthodes. Là, il y a des méthodes comme le DMRG qui vont nous aider dans l'avenir. Et si vous voulez en savoir plus, je vous propose de lire l'article fondateur de Steve White en 1992, qui est effectivement le papier le plus cité de PRL, du Physical Review Letters, de l'année 1992. Et il a déjà compris au début que cette méthode sera extrêmement puissante. Je suis toujours surpris aujourd'hui qu'il est arrivé à faire passer cette phrase par les referees, parce que ça, c'est vraiment assez fort. C'était le premier papier. Il a déjà écrit « We believe it will become the leading numerical method for 1D systems ». Et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et c'est même vrai que eventually will become useful higher dimensions as well. Et si vous voulez quelques articles de synthèse, Bernard Derrida a déjà parlé de ce Review of Modern Physics. Ça, c'est peut-être pour quelqu'un avec un point de vue de mécanique statistique traditionnelle. C'est le plus simple parce que c'est écrit dans ce langage de physique, de mécanique statistique. Cet article de synthèse de 2011 donne tout de ce nouveau point de vue avec des états de produits des matrices. Et je veux aussi vous proposer l'article de Frank Verstraete, Valentin Murk et Ignacio Cirac. Il est un des grands maîtres de la théorie d'information quantique qui parle de tout ça du point de vue d'information quantique, beaucoup plus sur l'intrication et tout ça. Et maintenant, je suis un peu après le temps. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.